monsieur. Ah bonjour. Présentez-vous. Oui, c'est M. Ousmane Bawa, je suis responsable de la division prévision météorologique ici à la direction de la météorologie nationale. Pourriez-vous nous dire les principaux facteurs à l'origine des inondations au Sahel et particulièrement dans notre pays, le Niger? Je tiens d'abord à préciser que nous avons deux typologies d'inondations. Il y a l'inondation que nous appelons inondation fluviale. Fluviale, c'est-à-dire qui découle des débordements des cours d'eau. Ça, c'est une première inondation. La deuxième, c'est l'inondation due aux précipitations spontanées, c'est-à-dire les quantités de pluie que nous enregistrons, n'est-ce pas? Et ces quantités de pluie peuvent aussi agir sur l'inondation fluviale. La principale cause des inondations, c'est d'abord la pluie. La pluie, qu'elle soit une pluie spontanée, une hauteur de pluie assez importante, enregistrée sur une localité bien précise ou bien sur une zone bien précise. Et ces quantités de pluie, une fois que le sol n'arrive plus à absorber, n'est-ce pas, ces hauteurs de pluie, c'est-à-dire que quand la pluie atteint le sol, il y a le cycle d'infiltration qui est là, parce qu'il y a des pores au niveau du sol. Et maintenant, l'eau va s'infiltrer. Il va arriver un moment, si la pluie elle est très importante, que le sol soit saturé et qu'il ne peut plus absorber cette hauteur de pluie. Donc l'eau va commencer à s'écouler. Et ça, c'est la principale cause d'inondation. Maintenant, quand il y a écoulement, ça veut dire que sur une grande étendue, l'eau va s'écouler et quand elle s'écoule, elle peut causer des dommages importants. Un autre facteur, c'est dû aux aspects tout simplement physiques. Et c'est le comportement humain. Parfois aussi, c'est naturel. Je vous donne juste quelques exemples. Lorsque vous prenez le fleuve, il y a toujours ce éternel problème lié à l'ensablement. Ça, c'est le premier facteur. Une pluie de moins de 50 mm peut causer un débordement, surtout les communes ou bien les localités riveraines du fleuve ou bien des bras du fleuve. Mais le deuxième également ou bien le troisième, c'est dû toujours au comportement humain. Celui-là, il est dû tout simplement par notre manière de nous comporter vis-à-vis de l'environnement. Parfois, nous sommes responsables de ces inondations parce qu'on peut obstruer le passage d'un cours d'eau, n'est-ce pas, suite à une architecture, suite à une construction de bâtiments, de barrages, ainsi de suite. Ça aussi, ça peut causer des inondations. N'oublions pas que nous avons notre principal fleuve, le fleuve Niger, n'est-ce pas, de la Guinée, qui va jusqu'au sud du Nigeria. Et parfois, c'est le facteur également d'inondation. Pourquoi inondation fluviale? Parce que nous pouvons avoir des hauteurs de pluie assez importantes qui vont tomber en amont du Niger, c'est-à-dire que ce soit sur la Guinée, que ce soit sur le Mali, n'est-ce pas, ou bien que ce soit le bras du fleuve, la Sirba, au niveau du Burkina, n'est-ce pas, et ça peut engendrer également des inondations comme les inondations qu'on a eues en 2012. Vous pouvez nous dire quelles sont les zones les plus vulnérables aux inondations au Niger? Bon, au Niger, de façon globale, lorsque nous faisons ce que nous appelons la carte de risque d'inondation que nous faisons en début de chaque campagne d'hivernage, et les zones les plus affectées par les inondations, ce sont les zones situées à proximité des cours d'eau. Par exemple, si vous prenez au niveau du fleuve Niger, que ce soit au niveau d'ici ou bien au niveau de Gaïa, il y a toujours des débordements qui sont là. Et ce sont des zones qu'on appelle les zones à risque. Au-delà de cette zone, il y a aussi le bras du fleuve qu'on appelle la Sirba. Toutes les communes avoisinantes de ce bras sont toujours à risque. Et cette année aussi, on a enregistré d'importants dégâts produits au débordement de ces cours d'eau. Voilà. Donc, que ce soit Namaro, ainsi de suite, toutes les communes qui sont tout autour de ce bras, il y a toujours des débordements. Et nous savons très bien qu'ici, nous avons aussi la rive droite, Niamey, où de temps en temps, en 2012, en 2020, en 2022, on a eu des débordements assez importants. Ça, c'est dû tout simplement parce que ce sont des zones à risque. À risque, pourquoi? Je reviens à la définition initiale que j'ai donnée, c'est-à-dire l'inondation, elle est de deux natures, elle est fluviale et elle est pluviale. Elle est fluviale, la quantité que la Niamey peut enregistrer, 500 mm, 150 mm, ça va déborder le cours d'eau. On peut avoir 50 mm sur la ville de Niamey. Et maintenant, les eaux qui nous viennent en amont, que ce soit du Mali, ça va encore s'emmagasiner et on va avoir des débordements. Donc, ce sont les zones à risque.
au-delà de la partie ouest du Niger, que j'ai parlé un peu de la partie ouest sur Nord-Tilabéry, Niamey, la région de Niamey, également la région de Dosso, en passant par Gaïa, tout ce qui s'ensuit, jusque sur le Nigeria. Il y a également d'autres cours d'eau. Par exemple, si vous prenez la région de Maradi, il y a aussi le Goulbu de Maradi qui déborde. Il y a aussi la partie est, surtout la partie est du Niger, là où nous avons la Koumadougou, Yobé, et nous avons également les différentes cours qui alimentent jusqu'à Zander. Et fréquemment, ceux qui sont dans la localité sud de la région de Zander font face vraiment à ces inondations. Pourquoi? Parce que c'est des écoulements qui sont là, qui affectent. Quand vous prenez Difa, on se rappelle de l'inondation de 2020 qui est arrivée juste dans la ville de Difa, le débordement de la Koumadougou, du lac Tchad. Donc, ce sont des zones à risque. Et on peut regarder également la partie nord du Niger, parce que c'est une zone aussi à risque. Parce que c'est certes une zone sablonneuse, désertique, mais une quantité de pluie de 5 mm à Bulma, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a ça va faire assez de dégâts. Une pluie de 5 mm à Niamey, elle est insignifiante. Mais une pluie de 5 mm à Bulma, c'est comme une pluie de 100 mm à Niamey. Et quand vous prenez Agadez, il y a aussi les oasis qui sont là. Et vous voyez très bien, avec une pluie de 10-15 mm, même la voie principale, la transsaharienne, elle est toujours débordée. On voit très bien comment ça se passe. On voit également les dégâts que ça fait au niveau de ces localités. On n'oublie pas également un peu vers le Tamassena. Cette zone aussi, c'est une zone vraiment potentielle, n'est-ce pas? Le Teloa aussi qui est là. Donc, il y a un certain nombre de cours d'eau que nous avons identifiés, n'est-ce pas, dans le cadre du dispositif de prévention et d'alerte des inondations, que nous suivons de près au début de ce sont des zones permanemment inondables. Donc, ce sont des zones qui sont suivies, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules localités. On peut avoir, comme l'année passée, c'est une année exceptionnelle où, avec les retours de pluie exceptionnels que nous avons eus, presque toutes les localités étaient débordées. Voilà. Donc, on a identifié déjà de façon historique les zones à risque d'inondation sur le Niger, comme ceux que je viens de citer, mais quand même, l'inondation, elle peut venir de partout. Et comment évaluez-vous l'efficacité du dispositif national d'alerte et de prévention des inondations? Pour le dispositif, ce que je peux dire, on travaille avec les moyens de bord. C'est-à-dire les résultats sont liés vraiment aux moyens pour pouvoir atteindre ce résultat. Mais je pense que le Niger fait école. Le Niger fait école par rapport à ce que nous avons comme dispositif actuel de prévention et d'alerte. Ce dispositif, il est animé par toutes les structures techniques. Qu'il s'agisse de la météorologie, qu'il s'agisse de l'hydrologie, qu'il s'agisse de la Direction générale de la protection civile, qu'il s'agisse du COVAC, du ministère de l'action sociale, qui sont impliqués dedans, et également tous les secteurs techniques, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la santé. C'est vraiment un dispositif qui est là, qui prend en compte toutes les composantes. Pourquoi? Parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Quand il y a une alerte, la météo est là, elle va donner ses bulletins quotidiens, ses bulletins d'alerte, et l'hydrologie également. Il y a aussi ces bulletins qui seront disséminés à travers une chaîne de diffusion de l'information. Et il y a aussi la prise en compte des dommages et des dégâts qui sont faits à un niveau encore plus élevé, n'est-ce pas, pour pouvoir subvenir aux besoins de populations affectées. Mais pour dire tout simplement que c'est un dispositif qui est fait école, parce que dans la sous-région, il y a beaucoup de pays qui viennent pour s'imprégner comment est-ce que ça marche, comment est-ce que le Niger a pu mettre en place ce cadre qui regroupe plusieurs institutions qui ont des missions différentes, mais compte tenu de l'engagement du pays et de la nouvelle vision également du pays, il faut obligatoirement travailler ensemble et vraiment être à même de donner des informations pour minimiser les risques liés aux inondations. Quels sont les principaux problèmes liés à la mise en œuvre de ce dispositif? Pour la mise en œuvre de ce dispositif, je pense que dès que des structures peuvent s'asseoir, discuter ensemble, le problème est déjà résolu. Donc je ne parle pas de problème, mais tant qu'il y a un groupe qui est là et que chacun peut apporter sa contribution technique, je pense que c'est ça qui est le plus important. On ne parle pas de problème, mais on parle de souveraineté du pays, on parle de refondation du pays, on parle également d'une vision
La vision, c'est que tous ceux qui sont dans les bureaux, qui travaillent, ceux qui sont dans les services, c'est pour un seul objectif, c'est pour un seul but. C'est-à-dire ceux qui sont là dans les villages, ceux qui sont là dans les campagnes, qu'on puisse les apporter cette information pour que eux, qui n'ont pas eu la même chance que nous, n'est-ce pas, d'approfondir la réflexion sur les bancs de l'école, n'est-ce pas, d'être à mesure d'avoir cette information. Et je pense que ce qui est fait aujourd'hui, surtout avec les différents décrets et les textes de loi que le Niger a signés au niveau national et au niveau international, permettent aujourd'hui vraiment à la population d'y accéder. Parce que la finalité, c'est que l'utilisateur final puisse accéder à cette information et que cette information, que l'utilisateur puisse prendre des dispositions avant l'arrivée de ce système pluvieux orageux ou bien ce débordement des cours d'eau. Et je pense à ce stade, c'est un point de gagner pour le Niger parce que chaque semaine, on arrive à s'asseoir, on se réunit, on se regarde, on discute. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui va arriver demain? Et je pense qu'on est parti loin. Quelles sont les actions prioritaires que vous recommanderez pour une meilleure amélioration des préventions des inondations? Pour moi, la première action à prendre, c'est d'abord d'utiliser les structures en charge d'abord de la prévention de ces phénomènes. C'est-à-dire les structures qui sont à même de dire que demain, voilà l'ampleur de ce système qui va arriver, que cette structure soit de la météorologie, de l'hydrologie, ou bien la diffusion de l'information, que ce soit les structures de gestion des catastrophes. Il faut mettre assez de moyens pour que ces structures-là puissent vraiment fonctionner et puissent à même de donner l'information à temps. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, au niveau de ces structures, il faut impérativement améliorer la communication. Elle n'est pas de trop. Certes, il y a les réseaux sociaux qui sont là, il y a les courriers qui sont là, il y a les correspondances officielles. En tout cas, il s'agit de ce phénomène, mais il n'est pas de trop. Et on se rappelle des différents textes de loi dans le cadre du COVAC, dans le cadre de la gestion des inondations, auquel il y a une alerte. Chaque télé, chaque organe de presse, et chaque organe de communication, que ce soit Zamani, que ce soit RTL, que ce soit Move, ils ont l'obligation de diffuser, n'est-ce pas, sans coût. Et je pense que c'est des choses qui sont là, qui sont encouragées. Donc, la première des choses pour pouvoir faire face à ces phénomènes, il faut d'abord avoir l'information. Quand tu as l'information, tu peux prendre des dispositions. Donc, l'information, elle est capitale. Donc, la deuxième idée ici, il ne faut pas rester dans les zones inondables. Il faut évacuer ces zones inondables en début de saison. Pas en pleine saison quand déjà le problème est là. Non, il est aussi important à ce que la population soit sensibilisée par rapport au seuil d'inondation. Quand on parle de seuil d'inondation, c'est-à-dire au niveau du fleuve Niger ou bien au niveau des différents cours d'eau, vous pouvez voir, on peut dire que non, on est sur une coloration verte, on est sur une alerte jaune, on est sur une alerte rouge, n'est-ce pas, dépendamment du début du fleuve. Donc, je pense ça aussi, il faut que la population puisse avoir cette information. Il y a des initiatives qui peuvent être prises au niveau local. Quelles sont ces initiatives-là? C'est-à-dire, parfois, dans les villages, ils vont se retrouver avec des coups d'eau. Des coups d'eau, à l'issue d'une forte pluie, il y a toujours peut-être une route qui se coupe, et ainsi de suite. Ils peuvent prendre des dispositions. Puis il s'agisse également au niveau de ces cours d'eau, on peut avoir un grand arbre qui est là dans l'eau, on peut lui mettre des colorations et voilà, si ça atteint tel niveau, ça fait 2 mètres, tel niveau, ça fait 3 mètres et tel niveau, on met une barrière pour dire que attention, là-bas c'est 3 mètres, c'est 4 mètres, on ne peut pas rentrer. Une autre idée également, c'est de faire en sorte que le cultivateur, parce que la finalité c'est quoi? C'est la production sur le rendement. Il faut que en début de saison, que les services techniques en charge de la prévention de ces inondations puissent mettre à la disposition de la population, surtout des producteurs, n'est-ce pas, la nature de la saison. Si c'est une saison qui est très pluvieuse, le cultivateur se dit, attention, c'est une saison où le risque d'inondation est très élevé, ou bien il y aura de fortes pluies. Quel genre de semences sont appropriées par rapport à un tel phénomène? Donc, je pense qu'on peut s'adapter par rapport à ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les impacts collatéraux, au-delà de tout ce que cela présente comme débordement des cours d'eau, ainsi de suite. Il y a aussi ces eaux-là qui stagnent, parfois dans des villages, parfois dans des villes.
Donc, ces dispositions-là doivent être prises pour éviter un certain nombre de maladies. Et aussi, si on prend du côté cheptel, il y a aussi, quand il y a des inondations, surtout les petits ruminants, ils sont affectés. Il y a aussi des vaccinations qu'il faut les faire pour les maintenir, et ainsi de suite. Et dans les grandes villes comme Niamey, comme Maradi, ainsi de suite, comme Zander, comme Tillabéri, il faut aussi prendre des dispositions. Dispositions par rapport d'abord au curage des caniveaux. Et je veux vous poser une dernière question. Selon vous, comment mieux impliquer les communautés locales dans la prévention et la gestion des inondations brièvement? Brièvement, pour nous, on le fait déjà au niveau de la structure de la météo, c'est-à-dire les différentes communes du Niger. Il y a un certain nombre de communes, on ne peut pas travailler sur toutes les communes, mais de façon sur un échantillon, on peut avoir une cinquantaine de communes avec lesquelles on travaille. Et ces cinquantaines de communes-là nous permettent tout simplement, en début de saison, de partager cette information avec eux, c'est-à-dire surtout les zones à risque d'inondation. Et là, on peut leur dire, voilà la contribution de l'État, parce que la direction de la météorologie nationale, avant tout, c'est l'État. Voilà ce que nous faisons et voilà les dispositions que vous pouvez prendre, ce que je viens de citer. Mais au niveau local, nous-mêmes, on les conseille de prendre des initiatives. Il ne faut pas croiser les bras pour atteindre l'État. Par exemple, pour ceux que j'ai mentionnés tout de suite, dans une commune, c'est seulement ceux qui vivent dans la commune qui savent que cette zone-là, il y avait eu 100 mm et que la voie elle est coupée. Ils savent. Mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui veut traverser la commune ou bien le village, ne peut pas savoir que cette voie-là est coupée. Maintenant, le grand problème qui risque de se poser, lui, peut-être avec un véhicule qui est puissant, il peut pénétrer, ça aussi on le déconseille. S'il rentre, ça peut amener des problèmes. Donc au niveau village, les associations, que ce soit des femmes, des jeunes, n'est-ce pas, des associations ou bien des organisations au niveau du village peuvent aussi s'organiser davantage pour dire attention, il faut qu'on mette une barrière. Dès que la personne vient, quel que soit de quel état la personne se trouve, quand elle trouve qu'il y a une barrière qui est là, la personne sait que non, je ne vais pas ouvrir la barrière pour entrer dans l'eau. Ça, c'est déjà un premier signe. Et je l'ai mentionné tout de suite, on conseille également au niveau des villages, en saison sèche, on a 3 colorations. Tu vas avoir un grand arbre qui se trouve au milieu de ce cours d'eau, que ce soit une rivière, que ce soit un marigot qui se remplisse en saison d'hivernage. Pour voir, je dis, mais à 1 mètre, je peux mettre la couleur verte, la couleur jaune à 2 mètres, la couleur rouge à 3 mètres. Okay. Lorsque la saison d'hivernage, c'est sous forme de peinture, hein, ça ne quitte pas, on peut le mettre. Maintenant, lorsque la saison d'hivernage va commencer et que c'est au rouge, ou bien on ne voit même pas le rouge, ça veut dire que c'est au-delà de 3 mètres. Au-delà de 3 mètres, même les enfants, on dit ne rentrez pas. Au-delà de 3 mètres, vraiment, c'est dangereux, il faut pas truc. Et également, nous conseillons les producteurs, surtout les éleveurs, par rapport au bassin, c'est-à-dire, parfois, il y a des cours d'eau qui sont là, et il y a des voies, n'est-ce pas, d'accès dans ces eaux. Et le plus souvent, compte tenu de l'aspect humide de la partie, il y a les ruminants qui partent là-bas pour essayer les bergers qui amènent leurs animaux là-bas. Et parfois, c'est les zones à risque. Comme je l'ai dit, nous sommes à l'est du pays, sur la Komadougou, mais il peut y avoir des pluies assez importantes et qu'il y ait des écoulements. Et ces écoulements-là peuvent faire en sorte que ces animaux-là sont à l'intérieur de là, ils sont en train de s'abreuver, un truc comme ça, et la pluie peut partir avec ces animaux. Là, on a toujours essayé de donner des conseils, n'est-ce pas, pour que quand nous partions au niveau du monde rural, qu'ils sachent que c'est une question de partage, c'est une question de donner et de recevoir. Ce n'est pas uniquement l'État, la météo qui donne des conseils ou bien qui donne des directives. Non, nous aussi, on apprend d'eux. Quelles sont les dispositions à prendre? Et surtout, ce qui est important, c'est l'accès à l'information, comme je l'ai dit. Lorsque tu as une information à temps, tu peux prendre des dispositions. Mais lorsque l'information te vient en retard, c'est un problème. C'est un problème parce que tu ne peux pas minimiser les risques liés à ce phénomène. Merci, monsieur. Je vous remercie de votre contribution. Merci aussi. Merci beaucoup. Merci.